Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un petit mais un gros podcast avec enfin invité sur la chaîne l'ami Le Tenenbaum, mon pote de la 7ème illusion que vous connaissez sur X probablement. Comment vas-tu? Coucou, eh ben écoute, ça va très très bien, très content d'être enfin là sur la Oui, chaîne du grand Jules Melon depuis le temps qu'on en parlait. Donc non, je suis vraiment content d'être là. J'espère que tu vas bien. oh, tranquille. En plus on va se poser devant un film qui contemple, qui questionne, qui prend son temps. Et si je t'ai invité, c'est que je crois savoir que c'est ton film, enfin du moins c'était, peut-être que ça a évolué avec ton revisionnage, ton film préféré de 2025, in extremis, parce que sorti le 31 décembre, à un jour près, il pourrait être un film de 2026. Mais non, c'est un film de 2025. C'est comme ça. Le fameux Magellan, qui n'est pas du tout, le premier film de son réalisateur philippin Lav Diaz, mais nous découvrons son cinéma avec ici cette œuvre. Alors, désolé d'avance de ne pas pouvoir faire quelques liens, parce qu'il a l'air d'avoir d'autres films fort passionnants qui questionne beaucoup de choses par rapport à son pays, l'origine de son pays, la colonisation aussi dans son pays. Et d'ailleurs, c'est un film qui est philippo-portugais, c'est-à-dire que c'est intéressant, il l'a quand même coproduit avec le Portugal ici. Mais bon, on va dire que c'est un film philippin quand même. J'ai envie de mettre ça en avant. Et comme son nom l'indique, ça va parler de Magellan. Alors Magellan, qui est-ce? Magalhães en portugais. C'est un des grands explorateurs, évidemment, pour beaucoup, un héros. Sauf que le film va nous présenter sa part sombre, la réalité des choses, que ce fameux Ferdinand Magellan était aussi un colonisateur au service de Dieu et de la couronne, de plusieurs couronnes d'ailleurs, portugaises puis espagnoles. Et le film va nous le montrer littéralement comme un humain tyran complètement en perdition pendant plus de 2h40 sur un film qui va nous montrer, souvent de façon fixe, des choses qu'on ne voit que trop rarement au cinéma. C'est-à-dire que la réalité coloniale destructrice qui a fait du mal à des peuples autochtones, indigènes, on va la voir frontalement dans la gueule dans ce film-là. Un film, si vous aimez, on peut déjà le dire en introduction comme ça, hein, si vous aimez le cinéma de Tarkovsky, d'Albert Serra qui coproduit d'ailleurs l'œuvre, peut-être un peu de Bellatar ou de Wang Bing, je pense que c'est fait pour vous. Voilà, on dit ça comme ça. Et je crois que tu l'as découvert en présence du réalisateur, donc c'est quand même quelque chose qui doit être une vraie expérience. Même avant le 31 décembre, tu l'avais vu, hein, bien avant, je crois, hein, me semble. Ouais, j'avais eu la chance de pouvoir le voir en présence de Lav Diaz lui-même. C'était début décembre, vers le 5-6. Il passait à Tours, dans mon cinéma indépendant à Tours. Donc, Ah, c'est exceptionnel comme séance. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai pas hésité une seule seconde. Et je connaissais pas du tout le cinéma de Lav Diaz, mais voilà, j'avais eu des retours déjà des gens qui l'avaient vu à Cannes, le film, et qui avaient vraiment soit vraiment adoré le film, soit au contraire ceux qui avaient dit qu'ils avaient passé une bonne sieste. Donc j'étais ah, super curieux, tu vois. Souvent, quand c'est l'un ou l'autre, je suis plutôt curieux. Et ouais, j'avais pu le voir en présence de Lav Diaz. Et, euh, ça a été fin d'année directement, ouais, mon top 1 de l'année. J'ai la chance de l'avoir vu, voilà, un petit peu avant la fin de l'année, donc j'ai pu le caler dans le top. Donc hmm. ouais, non, c'était une sacrée séance. Et puis le fait que derrière, en plus, on puisse parler avec Lav Diaz du film et puis de son pays, parce que voilà, tu le dis un petit peu plus tôt, le film est produit aussi par les Philippines. Parce que de toute façon, le cinéma de Lav Diaz, c'est 99% du temps, il parle de son pays. Et là, ben, directement, ça va aussi être le cas. Donc ouais, on avait pu parler de ça, de tout le rapport du point de vue, on va dire, d'un Philippin à cette figure historique, cette figure héroïque pour certains, cette figure colonialiste pour d'autres. Donc ouais, non, c'était vraiment passionnant. Et puis ouais, j'avais passé une super séance. La salle était complète, il faisait chaud, on était tous serrés. On était vraiment dans les conditions, tu vois, pour ressentir à toute cette durée que, bon, on en reparlera, mais tout ce rapport à la durée que Lav Diaz met dans ses œuvres, et d'autant plus dans celui-là. Donc j'avais vraiment passé une séance assez exceptionnelle, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fini dans mon top. Oui, ça joue Voilà. beaucoup, hein, forcément, les contextes de visionnage. Quand on venait devant une œuvre, il faut être dedans, il faut être impliqué, ça c'est une chose, mais parfois il y a des moments de la vie où tu vas encore plus apprécier une œuvre qu'à un autre moment. Mais c'est aussi ça la force du 7e art, c'est que
reflète aussi sur notre sensation du moment. Et ce qui est passionnant avec ce film, comme tu le dis, il faisait chaud. C'est presque une séance, j'imagine, qui était dans un certain sens fiévreuse, tropicale, méditative aussi. D'ailleurs, c'est presque à certains moments aussi dans le même univers, mais c'est très différent quand même. Ah, quoique, c'est presque une autre forme de le montrer, mais ce genre de cinéma, la Vera Cool, qui observe, qui regarde et qui parle aussi des fantômes du passé, mais là on est directement dans le passé, là où avec Vera Cool, souvent on est dans une forme de présent qui discute avec le passé, mais bon, on n'est pas forcément là pour faire des parallèles avec plein de cinéastes, mais on est obligé d'y penser parce que c'est un style, c'est un style qui est parfois appelé slow cinéma. Bon, c'est un petit peu comme Elevated Horror, ça c'est des termes un peu discutables par moment. C'est juste parce que on a beaucoup de séquences fixes qui durent et c'est pas juste pour faire joli. C'est pas une œuvre formelle pour la forme. C'est qu'à chaque fois qu'on prend son temps, ça nous fait, nous, spectateurs, réfléchir pleinement sur ce qui se passe et les enjeux qui sont terribles, évidemment, pour notamment ceux qui subissent ce qui se passe. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du casting, mais pour jouer Magellan, c'est un choix intéressant. Nous n'avons pas un Portugais, mais un acteur mexicain très connu, Gaël García Bernal, que vous avez pu voir chez Cuarón, Iñárritu, récemment chez Shyamalan. Almodovar aussi, ouais. Et bien sûr, La Mala Educación, très bon film. On salue d'ailleurs l'ami Adam, s'il nous écoute. On salue aussi Albator, tiens, nos amis de la 7e illusion, parce que je sais qu'Albator a beaucoup aimé Magellan également. Et Garcia Bernal, qui parle presque plus espagnol que portugais dans le film, et pour cause, puisque pour faire un synopsis, c'est pas vraiment un synopsis, pour parcourir un petit peu les choses, on va d'abord voir Magellan au service de la couronne portugaise en 1511, quelque part en Malaisie, Malacca, hein, pour Malacca, ouais. voilà. Et plus tard, il revient, il va rencontrer une femme qu'il connaît bien, qu'il a connue enfant et qu'il va épouser. Donc ça pose aussi déjà des choses hein, sur le personnage, même si malheureusement ça devait être beaucoup, ça devait être très, on va dire, fréquent à l'époque, surtout pour des gens d'influence et on va dire d'une forme de richesse, noblesse par rapport à son rang. Il n'était pas noble, mais bon, il était explorateur, donc voilà, il était de la haute, comme on dit. Donc il va y avoir ce petite parenthèse au Portugal puis en Espagne où il va ensuite travailler pour la couronne espagnole puisque son roi Manuel ne veut plus le financer, etc. Et donc il va limite trahir son pays ou non juste pour travailler pour Dieu et pour l'avidité parce que c'est un peu les deux et arriver dans une sorte de long voyage avec un esclave qu'il a récupéré entre-temps et qui est un personnage hyper important dans le film, qui est presque le héros du film d'ailleurs, et on va le retrouver quelque part donc dans les Philippines d'aujourd'hui pour la fin de sa vie, parce qu'il n'y a pas de surprise, on va voir comment Magellan ne va pas forcément survivre. On fera peut-être une zone spoiler pour 2-3 trucs, mais ne vous attendez pas non plus à être surpris si vous connaissez l'histoire de cet explorateur. Et c'est un film qui fonctionne comme ça par chapitrage indirectement, même si ça apparaît pas à l'écran directement, acte 1, acte 2, acte 3, et par rapport à des lieux et des temporalités. Et ce choix, donc, de représenter la colonisation comme un acte de Dieu destructeur, l'une des thématiques principales du film, c'est ça. Hein. Comment, par croyance aveugle et par avidité et cupidité, c'est clairement dit d'ailleurs dans les dialogues, comment certaines personnes se permettent de prendre possession des lieux et même parfois de vendre la cour au miracle à des autochtones qui, eux, paradoxalement, attendent aussi parfois des sauveurs par rapport à leur religion personnelle. Parce qu'on voit aussi comment les croyances de ces peuples-là autour de certains dieux ou autres, c'est un fait, hein, dans certaines croyances, ils imaginaient des gens venus d'ailleurs qui pourraient être des dieux. Et beaucoup de ces peuples ont malheureusement cru que l'homme blanc était une forme de représentation divine. Et on sait à quel point ça a malheureusement pu être des fausses promesses. Hein. On a des faux prophètes ici, quelque part. Déjà, première question comme ça que j'ai envie de te poser, par rapport à ce revisionnage, qu'est-ce que tu as ressenti de plus ou de moins, j'ai envie de dire, sur cette œuvre? Peut-être que tu as encore vu ça plus à la hausse, je ne sais pas. Alors déjà, j'ai pas revu ça à la baisse, ça c'est sûr. Déjà ça. Après, je dirais qu'au revisionnage, ce que j'ai d'autant plus perçu, parce qu'on va dire que pendant le premier, j'étais vraiment quasiment voûté par la forme. On en reparlera, hein, mais voilà, tout le dispositif mis en place, la façon de Olaf Diaz de mettre en scène son film, j'étais envoûté. Et au revisionnage, c'est surtout le côté pitoyable de Magellan que j'ai remarqué, tu vois, tout ce rapport hypocrite qui est là vis-à-vis
de sa soi-disant foi, où voilà, il fait ça au nom du pape, mais bon, il veut bien se confesser, mais par contre 2 secondes plus tard, c'est: «Dis-moi le nom des traîtres, s'il te plaît», quoi. Alors que voilà. Donc je dirais qu'au revisionnage, c'est surtout ça que j'ai perçu, tu vois? C'est le côté, bon, je l'avais évidemment vu, hein, au 1er visionnage, mais c'est le côté, parce que c'est le thème principal du film, la déconstruction du mythe du conquérant. Ouais, où Olaf Diaz est montré à plein de moments comme assez pitoyable, assez, bah, détestable, heu, dictatorial, enfin voilà. Donc je me suis beaucoup concentré sur ça au revisionnage et j'ai d'autant plus aimé le film, voilà, où on ressent vraiment que que c'est un cinéaste philippin qui l'a réalisé, puisque, bah, voilà, ils ont quand même une histoire assez, forte vis-à-vis de Magellan, parce qu'il a quand même voulu, tous les convertir. Donc ouais, on voit le parti pris de Diaz vis-à-vis de ça et je l'ai d'autant plus vu au revisionnage. Donc bon, je pense que tu l'avais évidemment perçu au 1er visionnage, c'est un des thèmes central, mais voilà, je sais pas ce que tu penses de tout ça, tout ce rapport au mythe du conquérant? Oui, c'est avant tout un film qui, arrive à formellement nous happer. Cette idée donc, c'est logique, j'ai envie de dire. En plus, en salle de cinéma, c'est presque la faiblesse de la force de l'expérience cinématographique indirectement, hein. Je dis bien indirectement, c'est que forcément face à l'écran, en plus dans des conditions, comme cela, tu vas d'abord voir l'esthétique profonde et la façon dont il a de jouer sur un rythme qui n'épargne pas le spectateur. D'ailleurs, je pense qu'il fait, Diaz ici, un dialogue direct avec le spectateur en montrant à quel point c'est horrible ce qui s'est passé, à quel point Magellan était affreux, et on ne peut pas sortir de là. Une forme de huis clos entre la façon dont on voit le film et la façon dont le film se passe. Huis clos parce que les gens, une fois qu'ils sont sur place, forcément, ils subissent, ils peuvent pas repartir, ils peuvent pas fuir. Huis clos sur le bateau, etc., etc. Donc c'est logique. Après, j'imagine qu'en sortant de la salle, forcément, la réflexion se fait, etc. Mais moi, quand j'étais devant, forcément, alors j'ai presque pu tricher indirectement, c'est que à certains instants, j'ai fait deux, trois pauses dans le film, pas parce que je m'ennuyais, au contraire, mais parce que je me suis dit, voilà, je suis dans une position méditative face à cette œuvre qui questionne énormément historiquement parlant, et à certains instants, je suis là, voilà, là, je fais une pause dans un film qui prend ses pauses avec des plans fixes en les faisant durer, en me disant, ah oui, quand même, il va dans cette radicalité-là, parce que c'est un film d'une forme de radicalité, même si il aurait peut-être pu aller plus loin sur certains points quand même. Il y a des choix intéressants dans le film, mais c'est vrai qu'à certains instants, tu sors un petit peu juste de l'objet purement formel et tu vois la force, la puissance de quelque chose de naturellement évident, peut-être de notre point de vue. Il suffit de réfléchir, hein, sur la colonisation au sens large, etc. Certains films le font autrement, que ce soit sur les États-Unis, par exemple. Mais là, on est dans un contexte qu'on connaît moins, parce que Magellan, bon, on le sait, c'est un explorateur, le détroit de Magellan et tout, mais peu de gens savent qu'il a, grosso modo, pas découvert, mais été le premier occidental à s'installer en Philippines, aux Philippines, etc. Donc il est là-dessus. Et c'est surtout à des instants aussi, les images parlent d'elles-mêmes, mais ces moments terribles, je trouve quand même d'une violence humaine de l'époque, mais malheureusement celle-ci a continué sur plusieurs siècles derrière, et même jusqu'au XXe, et même encore de nos jours, hein, cette puissance colonisatrice, si on veut, où on voit que ce ne sont que des rapports de puissance. L'argent, la domination, la religion. Et quand on voit là, cette discussion chrétienne en mode « Ah, il faut être là avant parce que l'islam, tout ça, machin », tu vois aussi que Diaz, il a probablement voulu faire un écho à notre société, si tu vois ce que je veux dire, sans rentrer dans des détails. Est-ce qu'il en a parlé, ça, justement dans cette... parce qu'il a fait une sorte de masterclass après, enfin au moins question-réponse. Est-ce qu'il a parlé de l'écho par rapport au présent? Parce que ce film, pour moi, il dialogue avec notre présent quand même encore, hein. Oui, 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 il en a évidemment parlé parce que voilà, tu le dis au début du film, quand ils sont à Malacca, il y a une discussion avec le, capitaine Albuquerque, je crois qu'il Ouais, s'appelle. c'est ça. Voilà, où ils parlent de justement leur but quasiment premier, ils le disent, c'est de faire disparaître l'islam pour Ouais, faire ouais, ouais. perdurer le christianisme. Ils veulent couper court au commerce de la Turquie, voilà, des musulmans en général pour, affaiblir l'islam et donc ouais, Lav Diaz en a parlé après coup, que ce soit, bah,
de tout ce rapport islamophobique qui est en train de malheureusement de voir le jour et puis de gangréner un peu notre société actuelle. Il en a parlé. Il a évidemment parlé du rapport à la figure conquérante, la figure dictatoriale, que ce soit en faisant le rapport entre L'Avdiaz et la comparaison entre L'Avdiaz et Trump. Il a Entre beaucoup. Magellan, tu veux dire. Oui, pardon. Entre Magellan Magellan et. serait une sorte de Trump de l'époque. En soi, il y a quelque chose, oui. Ouais, ouais, ouais. Il a beaucoup insulté Trump durant la masterclass, voilà. Il l'aime pas beaucoup, on peut comprendre. Et puis même en comparant Magellan aussi à Poutine. Donc en fait, voilà, il a vraiment Ah oui. comparé ces figures conquérantes de l'histoire à ces dictateurs modernes, hein, puisque ils ont beaucoup de points communs. On en reparlera. Il y a beaucoup de points communs. Heu, donc non, voilà, évidemment qu'il a fait le rapport avec notre époque. Il a aussi parlé évidemment du rapport des Philippines avec Magellan aujourd'hui, Mmh. où il y a plus vraiment de ils lui en veulent plus, mais ça fait partie de enfin, ils lui en veulent plus de toute façon, il est plus là, mais voilà, ça fait partie de leur histoire, ils vivent avec. Et donc il voulait à travers ce film, bah, parler parce que la plupart des films, lui-même l'avait dit, la plupart des films, qui parlent des conquérants, que ce soit le film de Colomb, Christophe Colomb ou autres, ils sont centrés principalement sur la figure conquérante, sur le mythe de l'explorateur, sans forcément parler des sujets colonisés. Et lui, voilà, il a voulu parler de ces peuples-là, que ce soit le début du film s'ouvre littéralement sur le peuple qui est en place à Malacca, Mmh. et le film se termine sur le peuple philippin à Mactan. Voilà, donc lui, ce qui l'intéressait vraiment à travers le portrait de Magellan, c'était de parler de ce de cette trace qu'il a pu laisser dans les peuples colonisés. Oui, puis ce qui est terrible en plus dans l'histoire des Philippines, c'est que là, donc, on voit la colonisation espagnole, via un Portugais, mais bon, espagnole. Il y a eu aussi, des Britanniques qui se sont installés sur place et ça a été, la première colonie américaine, les Philippines, hein, donc, cette histoire de cet archipel qui a vu se succéder plusieurs colonisations et a réussi finalement à avoir son indépendance, son identité malgré tout ça. Donc, c'est d'ailleurs, ça résulte d'ailleurs sur ce fait-là que les Philippines, c'est un peuple très cosmopolite qui tient probablement à une certaine identité, que ce film-là nous montre justement, c'est intéressant qu'ils disent qu'il est comparé Magellan à Trump, donc de la première colonisation à ensuite une colonisation américaine avec un président américain qui a aussi cette forme colonisatrice à vouloir s'occuper de certains trucs qui ne le regardent pas directement pour des possessions, par avidité avant tout, bien sûr. Et ce qui est intéressant, oui, dès le début, il y a le point de vue des autochtones, enfin des peuples natifs, que ce soit en Malaisie et plus tard donc sur l'île de Cebu, qui est donc quelque part dans les Philippines d'aujourd'hui. Et c'est un film qui joue sur ce point de vue et le hors-champ. Ce qui est assez passionnant, c'est que le film s'appelle Magellan. Il aurait très bien pu s'appeler autrement. D'ailleurs, je crois qu'à la base, il voulait faire un film sur l'épouse de Magellan, Béatrice. Il avait ce projet-là, qui aurait été très intéressant, c'est-à-dire d'avoir le point de vue de l'épouse qui reste et qui va donc imaginer peut-être ce que son mari peut faire, et on aurait pu avoir des va-et-vient comme ça. Et le film aurait très bien pu s'appeler Enrique de Malacca aussi, qui est le nom en fait de cet esclave de Malacca que Magellan va littéralement acheter et qu'il va ramener avec lui, qu'il va christianiser. Et après, pendant la deuxième, surtout la deuxième et même la troisième partie du film, on va voir donc ce regard, le regard d'Enrique, notamment sur son entre guillemets maître tyran. Il y a une scène par exemple sur le bateau où il va jouer au tyran, on va voir ça du regard d'Enrique. Et toutes les scènes de violence directe dans le film sont hors champ. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est une forme de pudeur aussi peut-être, mais aussi montrer que le hors-champ parfois est encore plus puissant dans l'évocation parce que le spectateur est obligé de s'imaginer des scènes de décapitation, des scènes de violence qu'on ne voit pas. Donc le spectateur, en s'imaginant ça, en entendant et en voyant les gens qui voient, peut-être ça l'impacte encore plus. Je ne sais pas si c'est un choix qu'il a voulu faire volontairement, s'il en a parlé, mais ou si tu l'as ressenti comme ça en tout cas. Oui, oui, il l'a il l'a dit aussi que oui, il a voulu,
il a pas voulu en fait, le dispositif qu'a mis en place l'AFDIA, c'est vraiment c'est brut, c'est sans artifice. Il a pas voulu en faire trop et voilà, le fait de montrer aussi cette violence, cette cruauté en hors champ fait partie, de son dispositif et de l'identité de son film et puis même de son cinéma, plus au global. J'ai vu un seul autre de ses films et puis, bah, tout est les scènes de violence sont aussi en hors champ. Donc oui, il en a parlé et puis, bah, je trouve que ça fonctionne, vraiment très, très bien, que ce soit les scènes de la scène de décapitation, on en reparlera, surtout que, bah, il y a une raison derrière cette exécution ou même, il y a une scène, oui, où de mutinerie, où l'équipage se fait punir. Tout est montré en hors champ, mais ça allège pas du tout pour autant la cruauté de tout ça. Au contraire, ça montre en même temps une certaine forme de je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais une certaine forme de lâcheté, tu vois? De la part du il le montre pas, donc c'est comme si Magellan avait honte un petit peu de ça. Je sais pas trop si tu as ressenti ça, mais moi j'ai ressenti un peu ce rapport-là, tu vois? De lâcheté perpétuelle un petit peu, vis-à-vis de ça, sans pour autant que ce soit de la lâcheté de la part de l'Avdias, de pas le montrer parce que enfin il y a le son qui travaille, tout est hors champ, on sait très bien ce qui se passe, c'est d'autant plus violent, surtout qu'il filme quand même les réactions des personnages. Donc ouais, non, c'est super intelligent, je trouve, comme manière de faire, et en même temps, bah, ça facilite aussi la distribution du film, donc c'est vraiment plutôt intelligent. Oui et alors lâcheté, c'est vrai, tu as l'impression que le film, ose dire des fois: «Honte à vous», quoi. Honte à ces gens qui ont fait cela et avec le regard donc de personnes qui, s «contemplent» entre guillemets, hein, le mot est peut-être mal choisi, mais se rendent compte de la folie de cette hypocrisie-là, parce qu'on est aussi dans une forme d'hypocrisie. Cette hypocrisie de gens ultra croyants qui agissent pour Dieu et qui tuent et qui donc techniquement remettent en cause l'un des commandements sacrés de la religion. Tu ne tueras point. Et ils ne font que ça dans le film, tuer. Dès le début, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la première partie du film, enfin, on va dire les premières séquences, sont aussi d'ailleurs un contre-pied. Le film s'appelle Magellan, certes, mais on va d'abord s'intéresser à son commandant, Alfonso de Albuquerque, enfin, c'est pas facile à dire, hein. On va l'appeler Alfonso, c'est mieux. C'est-à-dire que Magellan, on le voit vraiment en personnage secondaire hein, dans les premières parties du film, et on voit donc son boss, si on veut. À un moment, il est pété comme un coin, il est complètement bourré, après avoir semé la mort. Il y a une scène de mort sur la plage au début, évidemment, qui va avoir un écho, un miroir sur la finalité du film. Et on le voit complètement bourré, en mode limite à pleurer les morts qu'il a laissés derrière lui. Mais quelles morts pleure-t-il Les morts de certains de ses employés, on va dire, de ses camarades, ou la mort des indigènes qu'il a massacrés, on ne sait pas. On le voit pleurer un peu, mais en même temps presque rire parce qu'il est complètement bourré, quoi. Il y a une scène complètement pathétique, on le voit comme ça, là. Après, il va faire un grand discours en mode voilà, on agit pour Dieu, pour le roi, machin chose. Et il y a un truc qui est exceptionnel dans cette scène-là, c'est qu'on a un chant contre chant avec une sorte de buffle, sorte de voilà, local, qui comme le chant, l'observation locale de cet animal qui est en train de se demander limite, mais qu'est-ce que c'est que ce débile? C'est quoi ce taré qui est venu s'installer sur nos terres, faire n'importe quoi, faussement regretter derrière, on ne sait pas s'il y a un fond d'hypocrisie ou si au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur font dire quand même, tout ce qu'on a fait, c'est horrible. Mais bon, on le fait au nom de Dieu. Au nom de quel Dieu? Qui leur a donné cette idée de faire ça? Parce que si Dieu existe, pour eux aussi, ils auraient dû se poser la question, mais Dieu n'aurait jamais permis cela. C'est complètement ridicule, en fait. On a l'impression d'être ici face à la folie des hommes qui justifient des actes pour un Dieu qui n'a jamais demandé ça. Et ce chant contre chant avec le buffle, c'est très Veracetacul aussi dans l'idée. J'ai adoré cette scène-là, mais en même temps, on en rigole, mais c'est tellement pathétique qu'on trouve ça affreux, quoi. Ouais, 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 non, mais tu fais bien de citer, Veracitacul. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu, mais ouais, Veracitacul, tu vois, est plus un petit peu dans l'absurdité et puis dans l'humour, dans la légèreté, Mmh. des situations. Alors que là, bah, avec ce plan sur le buffle, ouais, comme tu le dis, ça fait vraiment en mode, bah, le public qui l'écoute, enfin, on s'en moque, en fait et ça ridiculise totalement la figure, du conquérant,
colonisateur. Il fait Ouais. ça de toute façon. Lavdias va faire ça quasiment pendant tout le film, hein. Le premier plan, voilà, tu le dis, au début, Magellan est pas du tout le personnage principal. Et la première fois qu'on le voit, bah, c'est blessé sur une plage, blessé, qui se fait porter. C'est-à-dire que la première scène qu'on voit de Magellan, il est affaibli, il se fait aider, on est très loin de la figure héroïque qu'on pourrait imaginer du grand explorateur. Et puis il y a plein de fois dans le film, il va le montrer de cette manière-là, que ce soit quand il revient de Malaisie, on le trouve avachi sur une marche, à moitié endormi, à boiter. Enfin, on est vraiment très 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 loin de la figure héroïque, la figure du mythe, de l'explorateur, que tout le monde va applaudir à son retour au Portugal. Donc ouais, il va vraiment s'amuser pendant 2h40 à démystifier tout ça, Lavdiaz, sans jamais en faire trop, tu vois? C'est vraiment tout, tout est de toute façon, je sais pas si on l'a dit, mais oui, le dispositif que met en place Lavdiaz, c'est que des plans fixes. Et, donc, c'est-à-dire des longs plans fixes où tu vois Magellan boiter, regarder au loin et tout. Il y a tout, c'est assez anticlimatique comme manière de mettre en scène. C'est pas du tout Ouais. négatif, hein, mais c'est assez anticlimatique et donc on est loin de voilà, du grand récit d'exploration, Oui, que ce soit. Donc et ouais, c c'est. c'est ça qui est d'ailleurs, on a eu un petit débat avec, Théo Albator en privé. Il pourra réagir en commentaire ici d'ailleurs, parce que je pense que ça l'intéressera, mais il y a cette idée lui, il voyait beaucoup de mouvements et c'est intéressant parce qu'en soi, il y en a enfin, c'est le statique du mouvement ou le mouvement du statique. Moi, j'y ai vu dans ce choix-là alors c'est vrai, il y a des mouvements parce qu'ils sont sur l'eau, donc on bouge. À un moment, il y a cette barque, dans un plan très tarkovskien sombre, limite au cœur des ténèbres. On descend le fleuve là, c'est l'homme blanc qui débarque et qui va s'installer. On voit le côté horrifique presque, mais contemplatif et à la fois beau, un peu brumeux et nocturne. C'est presque aussi un geste herzogien. Bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais cette idée de choisir des plans fixes, pour moi, c'est comme s'il enterrait le mouvement colonial. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est des gens qui débarquent, qui arrivent, donc il y a des mouvements, forcément. On voit des gens qui bougent aussi à l'écran, notamment des scènes rituelles et de routine des gens locaux. C'est intéressant d'ailleurs de voir ça aussi dans leur propre croyance, qui est questionnée aussi, la croyance malheureuse de ce peuple qui croit que les Blancs vont les sauver, que c'est comme des descendants de leur Dieu, mais en fait c'est totalement l'inverse. Et donc, je ne sais pas si tu as ressenti ça comme ça, mais l'étouffement du mouvement colonial, quoi, pour montrer que c'est quelque chose de destructeur et de tueur, alors que c'est censé apporter la lumière. Il y a jamais de lumière quand le mouvement colonial se fait dans le film. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord. Ça renforce d'autant plus, ouais, cette idée que le colonialisme écrase, tu vois, mais de manière lourde. Il y a rien de fluide ou quoi que ce soit dans sa manière de montrer tout ça. Et ouais, ça donne une sorte de texture, tu vois, à l'idée. Et puis, même ces quelques scènes où il y a du mouvement, bon, tu le dis, c'est des fois, il y a des scènes de rituel, donc on voit les autochtones se déplacer, porter un corps, faire un rituel. Ou alors, c'est l'environnement qui va bouger, que ce soit la mer, tu vois, on voit les vagues, la mer, ou le soleil. Il y a une scène que je trouve magnifique sur le bateau, vers la fin du voyage, avant qu'ils arrivent sur l'île, où tu vois tout l'équipage qui est quasiment aux portes de la mort, hein, ils en peuvent plus. Et tu vois le soleil en fait qui bouge, Ouais. qui va sur leur visage. En fait, c'est vraiment le soleil qui vient les réveiller. En fait, c'est l'environnement qui est plus fort qu'eux, qui va les écraser et qui va les faire courir à leur perte. Moi, je l'ai vu comme ça. L'environnement, la nature est plus forte que le colonialisme, en quelque sorte. C'est des choses qui sont là depuis toujours. L'homme ne fait que débarquer depuis quelques milliers d'années et là débarque littéralement sur des terres qu'ils ne connaissent pas. Il y a ce questionnement, je pense aussi, la Dia, je ne sais pas quelles sont ses croyances et tout, mais dans l'idée que nous ne sommes rien sur cette terre. Et donc, se permettre des choses comme ça, évidemment, ça ne peut être que destructeur pour avidité, pour croyance, pour des choses illusoires. D'ailleurs, il y a un côté fantomatique dans le film, on y reviendra. Cette idée fantasmagorique qui fait que c'est une forme de film de fantôme aussi. D'ailleurs, le film est un petit peu une histoire de fantôme de soi-disant cette grandeur coloniale qui n'est qu'un mythe et qui n'est rien du tout au final, malgré le fait que
par extension, ça ait construit le monde qu'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans une boucle infernale d'histoires qui se répètent, de guerres et autres, tu vois ce que je veux dire, quoi, de mouvements destructeurs, quoi. Je ne sais pas si Laviaz a voulu faire un film un peu misanthrope sur ce plan-là, c'est possible aussi. Mais il y a aussi, au début de cette transition qui est... Moi, je la trouve terrible, cette transition. On voit Magellan, donc, personnage secondaire, qui va devenir personnage principal à un moment où il est en train de prier au sol. Lui aussi, comme son patron, on va l'appeler comme ça, le commandant, a pleuré des victimes, on ne sait pas trop. Et au moment où il est en train de s'agenouiller, il entend une prière qui n'est pas la sienne, mais la prière donc de cet esclave, Enrique, qui se dit, lui, il est enfermé, il est dans une cage, une scène horrible, hein, là, parce qu'il est animalisé par les colons qui ont débarqué. Et il est là et se demande, Enrique, pourquoi il a été abandonné par les dieux. Il en appelle à Apollaki, qui est un peu le dieu soleil de sa croyance. Et il y a comme une connexion qui va se faire là. Première connexion entre Magellan et Enrique. Et après, Magellan va débarquer, va acheter ce Enrique-là, qui va devenir de facto l'autre personnage principal du film. C'est très malin d'ailleurs de la part de la Diaz de faire cette transition de scène en scène où on voit l'un, on va dire, appelé par l'autre indirectement. Il y a presque une forme d'ironie derrière, c'est que Magellan va attendre cet appel. Il entend l'appel d'Enrique qui est abandonné et va se ramener à lui comme une forme de faux sauveur blanc et il va le libérer. Il va libérer Enrique. Mais en libérant Enrique, il va l'enfermer autrement pendant plusieurs années en fait. Oui, 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 il y a ouais, ouais, il y a ils prient tous les 2 en même temps, donc il fait le lien et puis, et puis oui, au début, il va entre guillemets, «le sauver de tout ça», mais très rapidement, bon, on voit que Enrique, est malheureux au Portugal et après tu as une scène dans le bateau où il explique que, entre guillemets, Magellan l'a sauvé. Il explique ça au fils de Magellan, donc bon, est-ce que voilà, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Et puis, bah, surtout à la fin, bah, c'est lui qui, met un petit peu le dernier coup de couteau, sur la tombe, sur le dernier clou sur le cercueil de Magellan. Il le trahit et donc c'est un petit peu comment dire? Pas ce cliché, mais cette, volonté d'être le grand sauveur blanc qui va le courir aussi à sa perte, hein, Magellan de toute façon. Donc c'est aussi, bah, ouais, toute l'hypocrisie de la situation, vous vouliez nous sauver et ben, voilà ce qui se passe quand vous essayez de nous sauver alors qu'on n'avait pas du tout besoin de vous. Donc ouais, il y a quelque chose de très critique là derrière et hem et le personnage est vraiment très, très bien réussi où il va en plus réussir via ce personnage-là, je trouve, à créer une atmosphère dans le film qui est assez mystique. Heu, Notamment, la scène, sur le bateau, où il y a une scène de tempête sur le bateau, où tu vois le personnage d'Enrique qui est attaché, au cordage, qui crie, qui en appelle à ses dieux et tout. Il y a quelque chose de très, on se croirait limite dans Aguirre, tu vois? Et via ce personnage justement qui a des croyances, bien plus éloignées de ce qu'on connaît, enfin nous, en tant qu'occidentaux et donc il va créer quelque chose de plutôt mystique vis-à-vis de tout ça qui en plus de le du rapport, sur la durée du film, tu vois? Tous ces longs plans et tout, va créer en plus de ça quelque chose d'assez mystique, assez vaporeux, assez envoûtant et qui fonctionne vraiment très bien et je trouve qui est, renforcé par ce personnage-là. C'est vrai que c'est un petit côté, Aguirre, Fitzcarraldo, mais la façon dont Magellan est montré, c'est pas le tyran qui va être exubérant. On n'est pas du tout dans une performance à la Klaus Kinski, c'est même l'inverse. C'est encore plus fort parce qu'il y a une forme de radicalité de montrer que le gars, il est nul. Enfin, moi, je trouve que Magellan, dans le film, il joue au tyran, mais il est plein de faiblesses. Déjà, la faiblesse au début, c'est un pion. Bon, on voit qu'il va changer de camp, il trahit son propre pays pour aller en Espagne. Et après, il va surjouer le tyran. Là, on est rentré dans la zone spoiler, de toute façon, peu importe, hein, c'est pas important. C'est pas un film spoilable. Limite, certains plans qu'on a racontés avant, c'est plus spoilé que l'intrigue du film, mais la façon dont il va suragir en tyran, où il dit voilà, hein, j'ai le droit de vie, de mort sur cette expédition, il est pathétique parce que il joue au petit chef, tu sais, ce genre de subalterne. Le vrai chef, c'est Dieu, c'est le roi. Mais lui, il va jouer à ce petit chef-là et il va faire des exécutions, comme tout à l'heure, tu l'as rappelé, une décapitation, juste par homophobie, quoi. Évidemment, hein, cette croyance, forcément, fait qu'il y a deux hommes qui, à un moment,
ont une relation sur le bateau, ils se font dénoncer, évidemment, en plus, et il y en a un qui va être décapité. Et plus tard, il y a aussi ce prêtre-là, il va oser abandonner un prêtre, et donc l'abandonner à la mort, c'est encore pire que la décapitation en plus, hein. L'abandonner à une mort lente, et sur des terres où il va mourir de faim et tout. C'est-à-dire qu'il va même oser tuer un homme de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le gars, il se fait son petit chef, il prend des décisions que peut-être Dieu et le roi n'auraient jamais prises. Ce qui fait de lui un horrible être humain, quoi. Mais il est dans une, on le montre pathétique à l'image de son commandant au début, là, Alfonso, qui était complètement bourré face au buffle, quoi. On a vraiment des gens, c'est-à-dire que la lie de l'humanité qu'ils représentent ne sont pas montrés comme même pas comme des fous arrogants, mais comme des pathétiques petits chefs, quoi. Ouais, non, mais il le ridiculise vraiment et il montre vraiment les pires vices de Magellan. Le passage où voilà, ils vont exécuter c'est un des capitaines ou je sais plus, un des hauts gradés sur un navire par pure homophobie, en soi-disant au nom de Dieu, alors que après tu as un plan sur le prêtre qui pleure, Oui. qui voulait même pas ça lui, et Magellan qui fait ça au nom de Dieu, alors que même le prêtre était pas d'accord. En fait, il va se servir du christianisme comme excuse pour pouvoir assouvir ses envies de meurtre et puis de pouvoir surtout. Bah, Voilà. c'est bêtement une allégorie du colonialisme, hein, en fait, hein, au Ben oui. sens large, hein. Voilà, c'est tout simplement ça, hein. Oui, non, puis vraiment, pendant tout le film, c'est au nom de Dieu, mais sauf que au nom de Dieu, on veut aller coloniser les Philippines, mais par contre, on va mettre des bâtons dans les roues alors, au début, c'était le Portugal qui voulait mettre des bâtons dans les roues des Castillans au nom du pape, alors que les C'est Castillans vrai, sont aussi chrétiens. Et puis après, tu as une scène de mutinerie où Magellan va se confesser au prêtre en disant: «Oui, je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais donne-moi les noms des autres, s'il te plaît, il faut que je les tue.» En fait, même le il y a secret de la confession, il veut pas, voilà, tu vois, il y a un truc, il pousse le prêtre à la trahison, quoi. Mais c'est terrible parce que, oui, d'ailleurs, cette scène avec l'évêque en Espagne qui est jouée par un fils Jodorowsky, c'est très amusant. Alors, on le voit 30 secondes à l'écran, mais il y a quelques petits caméos comme ça d'acteurs qu'on a vus ailleurs. Il y a même des Français, hein. D'ailleurs, le prêtre est français. Voilà, il parle français à un moment. Un jeune acteur français qui n'est pas acteur, je crois que c'est un historien. J'avais fait une petite recherche. Donc, c'est assez amusant quand on y pense. Et tout ça, voilà, montrer que en fait, le pire de l'humanité, au final, alors ça peut être parmi les grands chefs, les rois, les papes, tout ce qu'on veut. Oui, il y a une forme là-dessus. Mais le pire, c'est les exécutants qui vont agir au-delà même des ordres qu'on aurait pu leur donner. Et oui, au nom de Dieu, en fait, moi j'imaginerais un croyant pacifique, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vivent leur religion de façon très pacifique, à quel point ils ont dû être dévastés en voyant, en voyant cela. Il y a beaucoup de croyants à l'époque de la colonisation qui auraient été dévastés d'imaginer qu'on fasse ça au nom de Dieu aussi. C'est-à-dire que l'Avdias ne va pas ici mettre au pilori la religion. Non. C'est plutôt ces hommes qui prennent possession de la religion pour dominer. Oui, Ça, le voilà, plus il va montrer à quel point la religion peut servir de prétexte au pouvoir. Mais à aucun moment il va dire le christianisme a validé ça, le christianisme a fait ça. Non. Même si évidemment, à l'époque, oui, il y avait une guerre oui, entre des guerres de religion partout. voilà, une guerre des religions entre soit le christianisme ou même l'islam. Ça, il va le montrer, mais c'est un fait. Mais jamais il va dire voilà, c'est le christianisme qui a poussé Magellan à faire ça. Non, il va bien montrer que Magellan, il utilise ça comme prétexte pour assouvir ses envies colonisatrices, quoi. Donc Ouais. sur ça, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse de la part de Lavdias, quoi. C'est pas, il condamne pas du tout le christianisme, mais il va plutôt montrer qu'est-ce qui se passe quand la religion est mise entre les mains de personnes avides. Donc, Ouais. Et c'est aussi un film qui montre comment les humains peuvent être paumés dans leurs croyances, parce qu'il y a ça, mais on a aussi donc Enrique qui en appelle tout le temps à Apollaki et tout. C'est triste. Moi, après, voilà, il s'est construit comme ça avec son peuple. À un certain moment, tu te dis que il est difficile pour lui d'avoir cette forme d'émancipation humaine. Alors, il l'aura à la fin. C'est ça qui est passionnant, c'est que une fois arrivé au bout, il va agir en tant qu'être humain. Alors, c'est par vengeance et par la mort, hein.
c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de regard misanthrope tout à l'heure, c'est que quand même Enrique, il va se venger jusqu'à la mort, indirectement. C'est pas lui qui tue directement, mais il trahit lui aussi pour que, voilà, et pour punir Magellan, qui de toute façon l'a déplacé. Magellan, à un moment, il le sort de cette prison de bambou là, mais on le voit plus tard, Enrique au Portugal, comme tu disais tout à l'heure, désespéré et tout, en appelé à Apollaki, il fait une prière en mode sauvez-moi des ténèbres alors qu'il est en plein soleil. Cette dichotomie est terrible, c'est qu'il est techniquement dans une sorte de champ, donc dans une forme de liberté, mais c'est pas une liberté puisqu'il est quand même esclave, et dans une sorte de clarté, et il est dans les ténèbres, quoi. Et à un moment, quand même, il va y avoir un geste émancipateur, mais à quel prix? C'est-à-dire par rapport à la mort. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici avec des êtres humains à l'époque qui sont paumés dans leurs croyances et qui, pour en sortir, ne peuvent répondre à la mort que par la mort, quoi. Je trouve ça très triste, quand même. Et répondre aussi à la mort par rapport à des maladies. On voit des enfants mourir aussi, qui sont sauvés soi-disant par un miracle divin. Il y a tout un délire là-dessus. Moi, je trouve ça profondément mélancolique, véritablement. Et dans la mise en forme du film, la Diaz ne fait pas de mystère. C'est plombé comme œuvre, quoi. Oui, 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 bah, c'est plutôt déprimant, hein, du début à la fin. Il y a pas beaucoup d'espoir. Il va montrer que malheureusement, pour s'en sortir à l'époque, il fallait user de violence, sinon tu t'en sortais pas. Et puis il va aussi voilà, parler des conditions de vie de l'époque qui étaient très compliquées, hein, que ce soit pour les enfants. Voilà, il y a une scène où justement Magellan va se servir de ça pour essayer de convertir les autochtones sur l'île aux Philippines à la fin. Il Ouais. va servir un petit peu de ces conditions de vie de l'époque pour essayer de se faire passer pour le Messie. Je vous apporte Dieu, il va vous sauver. Voilà, parce que de toute façon, votre vie, elle est misérable. Et en même temps, il va aussi montrer que même du côté des Occidentaux, ouais, tu chopais la gangrène, tu mourais vite. Ta femme était enceinte, tu avais une chance sur deux que le bébé ne survive pas. Ah Et oui, puis il va montrer ça de manière... en même temps, c'est dans une scène qui est plutôt belle, mais qui est aussi assez anticlimatique en termes d'émotion, je trouve. Et c'est froid, mais en même temps, bon, c'est beau, parce que c'est une scène où il rêve, il pense à sa femme, bon, qui on le rappelle, avait 16 ans quand il l'a épousée, mais bon, et il ouais, et l'a puis il l'a connue connu. avant, hein. Alors, en plus, il l'a connu enfant, ce qui Voilà. rajoute. Après, le film ne Bon. dit pas si, quand il l'a connue enfant, voilà, il s'est passé des Non, mais choses. bon, Mais non, mais c'est encore plus voilà. cringe. Bon, déjà, il l'épouse, elle a peut-être 30 ans de moins que lui, c'est une chose. Coucou Leonardo DiCaprio, non, je balance, mais. Et, et puis surtout, la manière dont il va mettre en scène cette romance, c'est pas très glorieux, quoi. Elle vient le soigner parce il s'est Ah fait oui, blesser cette au scène horrible où il Malaisie, met il la a une main. gangrène, donc elle va le soigner et tout, puis il va avoir une érection. Donc on est vraiment loin du romantisme pur, quoi. Ah Donc non. ouais, même dans ça, tu as un rapport assez distant, je trouve, à tout ça. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est, ouais, comme tu le dis, c'est misanthrope, hein. Après, voilà, j'ai pas vu assez de films de Lavdias pour dire si c'est voilà, une identité de son cinéma, mais le film que j'ai vu de lui, c'était Elegy to the Visitor from the Revolution. Donc pareil, c'est un film qui est pas mal misanthrope, hein. C'est un film qui parle d'une femme qui vit à l'époque de la Révolution aux Philippines, qui voyage dans le temps pour voir comment c'est aujourd'hui aux Philippines. Ah Et oui. Lavdias va te montrer que la révolution, entre guillemets, elle a un petit peu servi à rien, quoi, parce que voilà. En Donc fait, il y a une ouais, forme de voyage dans le temps, là aussi, finalement, parce qu'on on a le regard oui, d'aujourd'hui, avec un parallèle qu'on peut faire aujourd'hui, sur quelque chose d'un passé qui a construit une sorte de mal humain au sens large, qui est toujours là de nos jours, quoi. oui, oui, oui. Et puis il y a aussi cette idée, peut-être que je vais trop loin, mais tu vois, tous ces longs plans fixes, il y a beaucoup de plans qui ressemblent à des peintures, à des tableaux que tu pourrais voir dans des livres d'histoire. Hmm. Et je trouve qu'il y a, tu vois, ce côté un petit peu peinture qui laisse son empreinte dans l'histoire, tu vois, c'est-à-dire c'est figé dans le temps. Et voilà, c'est éternel. Le mal qui a été fait est éternel, tout ça. Après, peut-être que je vais trop loin, mais ouais, moi, j'ai vu un Non, petit mais peu ce rapport-là vis-à-vis t'as- de certains plans, parce que vraiment, enfin, je le redis, hein, le film est formellement, enfin, moi, je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. En termes de photographie et de composition du cadre, on peut saluer c'est le excellent. chef-op, hein.
Chef-op. D'ailleurs, Oui, Lavdiaz aussi était co-chef-op, mais Arthur Torte qui, évidemment, est le chef-op d'Albert Serra. Donc, on vous renvoie à Pacifiction, par exemple, parce qu'il y a des moments. Alors, Pacifiction parlait de la colonisation autrement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le personnage de Magimel pourrait être une sorte de Magellan de nos jours. oui, ah bah oui, non mais totalement, non mais de toute façon, c'est pas pour rien que c'est qu'Albert Serra a produit le film, Ouais. et puis, bah, que le chef-op est le même. D'ailleurs, c'est le premier film de Lavdiaz qui est en couleur. Alors, Ah d'accord, ah bah tiens. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Alors est-ce que c'est, parce que on va dire, c'est son premier film qui est produit, un petit peu à l'international? Je Peut-être sais aussi, mais pas, je les sais couleurs sont plus. importantes dans le film, hein. Les couleurs sont Ouais, ouais, ouais. importantes, hein. Dans les surtout les tonalités, bleu nuit et tout qu'on a quand les plans sur la plage avec les morts et tout, la descente du bateau là au début et les moments oniriques, la couleur est importante. Des fois, quand la couleur est pas trop éclatante, elle est encore plus importante. Et c'est vrai que quand tu parlais de tableau, à un moment, j'y pensais quand ils sont dans son village portugais, là, Magellan, où il se fait remonter les bretelles par un de ses amis qui l'accuse d'être là par cupidité et tout. Bon, il y en a qui ont voilà, des moments de clarté quand même, mais mon Magellan, lui, il écoute pas, enfin, il est là sans écouter. Il y a un moment où il va descendre ensuite une sorte de petit chemin du village, tu as l'impression que c'est un tableau, hein, littéralement, avec la colorimétrie, le jeu sur les lumières. Donc, à mon avis, ça serait pas étonnant que la Dia se soit inspirée de certaines peintures d'époque. Alors, j'y connais rien en art hein, à ce niveau-là, Moi je non peux plus. pas dire, mais je serais pas étonné que l'utilisation de la couleur lui ait fait faire quelques recherches artistiques sur ce plan-là aussi, hein. Ouais, ouais, bah, surtout que, alors attends, peut-être que je dis des conneries, mais je crois que le film a été tourné en pellicule. Ça Heu, se Ouais, c'est possible. Enfin, il y a quelque chose, il y a un cachet en tout cas qui fait que bon, à vérifier parce que c'est vrai que c'est pas facile voir sur la fiche technique peut-être s'il y a des précisions en ce sens. Mais on sent ah qu'il y a non, pardon, non, non, justement, non, c'est l'inverse. Il a pas été tourné en pellicule, mais il a été tourné avec un appareil photo qui coûte, oui, je qui vois. coûte Oui, pas oui. cher, on va dire. Je crois que c'est un Lumix, je sais plus quoi, mais Ouais, du ouais. coup, bah, c'est d'autant plus impressionnant. Enfin, Mais c'est de l'art moderne. Enfin, ça, il y a quelque chose. Bon, représenter quelque chose du passé. Et puis quand tu en parlais justement, les moments. Alors c'est là où on rentre dans le film de fantôme. Quand il y a sa femme, c'est un truc totalement irréel, hein, parce que évidemment à l'époque, même les pigeons voyageurs, c'était pas possible. Quand tu partais sur les bateaux comme ça, à aucun moment Magellan pouvait savoir que sa femme avait fait une fausse couche. D'ailleurs, à vérifier si c'est vraiment dans la vraie vie de Magellan. J'ai regardé niveau date, ça correspond peut-être pas, mais peu importe. On entre dans un aspect onirique où à un moment il est sur son bateau, il est dans le désespoir parce que la traversée qui va le mener sur l'île de Cebu, comme tu le dis, à un moment ils sont à bout, ils vont arriver, ils vont voir le soleil qui va les illuminer, qui va leur donner un nouvel espoir. Une lumière qui vient c'est pas eux qui apportent la lumière, c'est eux qui voient la lumière d'ailleurs, c'est intéressant. Et à un moment, il est là de nuit et il rêve que sa femme lui parle. Apparition fantomatique, littéralement onirique, où elle lui dit, donc elle peut pas lui dire, mais lui il sent comme une intuition que son fils Carlos est mort-né. Bon, peut-être. C'est-à-dire que lui-même il est dans un pessimisme absolu. Peut-être qu'il sent aussi la punition divine, hein, à force de se prendre pour un tyran comme ça. Il y a une sorte d'autoflagellation, de prophétie autoréalisatrice aussi. Et plus tard, cette femme qui va réapparaître, Béatrice, elle va réapparaître seule en tant que fantôme, pratiquement dans une même posture quand Magellan sera mort sur la plage, quoi. C'est intéressant, ça. bah, et puis c'est magnifique. Enfin, d'ailleurs, j'ai vérifié, oui, le film a été tourné avec une G7, donc qui coûte environ, ouais, 600 $ quoi. Donc, quand Ah, vous mais c'est verrez le ça. film, honnêtement, C'est pas une question de budget, du coup, tu vois. voilà, voilà, voilà. C'est pas du tout une question de budget. Bon, après, évidemment, les plans fixes et tout, l'utilisation de plans fixes aide aussi, mais il le fait très bien. Enfin, puis le plan fixe sert au propos du film. Voilà, toute la durée, tout ce rapport au temps et à la durée est important dans le film. Que ce soit pour, voilà, parler de l'empreinte, sur l'histoire, que ce soit, bah, même pour nous faire ressentir. Il l'a dit, Lavdiaz, parce qu'il l'a dit en sortant enfin, après le film, on a eu la masterclass, il l'a dit: «Je sais que le film, il y en a certains qui vont le détester parce que, bah, c'est Ah bah lent». oui, mais c'est Voilà, moi je l'ai vu, malléable il y dans a tous pas les mal sens. de gens, même là encore avant hier, quand j'ai dit que j'allais revoir Magellan, bon, bah, j'ai eu des commentaires du genre: «Bon, bah, bonne sieste à toi et tout». Ouais, non, oui, mais alors, c'est ça qui est terrible. Bonne sieste, bon, plan fixe ou ça, machin, ok. Bon, c'est lent, c'est long, ok. Mais quand tu vois un film comme ça, si tu t'impliques dedans,
Ah non, Mais c'est limite, passionnant. c'est plutôt bonne insomnie derrière. Hein. Ouais, Mais ouais, c'est non, vrai. le film est passionnant. Il aborde tellement de choses et en même temps, bah, visuellement, c'est sublime. Oui, c'est long, mais C'est nécessairement c'est pas long. un film qui est censé être agréable à regarder, je pense, tu vois? Pour moi, c'est Non, un parce que film dans les qui conséquences que ça a eu sur ces peuples, sur la durée pendant des siècles, forcément, il faut que ce soit long. Enfin, voilà, c'est. c'est ça. Par respect pour eux, heu, tu peux pas faire un enfin, Diaz ne voulait pas faire un film, enfin, il l'aurait pas fait de toute façon, il ne voulait pas faire un film, de 1h30 qui parle de tout ça avec des plans qui bougent, qui montrent, voilà, des grandes batailles, en Chékikam et tout. C'est pas du tout son cinéma, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. C'est pas De Gaulle, hein. Oui, non, voilà, on est là là, lui, il veut détruire la figure C'est même pas, colonisatrice. d'ailleurs, pour le coup, on pourrait penser parfois à Terrence Malick, mais non, c'est pas du tout justement même s'il faisait des films longs aussi, hein, en ce sens, mais c'est pas du tout la même approche. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, non, non? on est beaucoup moins dans l'introspection, je trouve, non, ouais. On est plus dans Mais l'observation. oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on essaye de pénétrer la psychologie des personnages, mais c'est compliqué. Mmh. Mais c'est vrai que nous sommes des fantômes du futur. C'est un film de fantômes du passé. Et il y a des moments, bon, il y a donc sa femme qui n'est pas une femme fantôme, hein, en vrai, elle est toujours en vie, elle, hein, même si elle mourra peu après, je crois. Même ses enfants vont mourir peu après. Enfin, c'est le destin de Magellan, tu vois. Mais il y a aussi c'est le fait qu'il ait été tué par une sorte de rumeur fantôme, le fameux Tatou Lapou Lapou, qui est en fait, genre, c'est une représentation des guerriers locaux, etc. Une sorte de croyance le wak-wak, sorte de vampire. Il y a cette idée-là de rumeur. Il n'a pas envie d'y croire, Magellan. Et en fait, il va quand même être tué par un refus d'y croire. Mais en fait, c'est pas, évidemment, c'est pas le lapou-lapou qui va le tuer, mais juste voilà, la trahison d'Enrique qui va convaincre un raja local et qui va le balancer pour qu'il soit tué. Quoi. D'ailleurs, la façon dont ils vont mourir et tout va être montrée la plupart hors champ. C'est du hors champ. Hein. Et quelques scènes à un moment où ils arrivent, c'est anti-spectaculaire à souhait. Et après, à la fin, on a ce plan sur la plage, qui est presque le miroir inversé du plan sur la plage au début, avec la même photographie. On voit des cadavres, et on voit Magellan un peu bouger vite fait, mourir. D'ailleurs, c'est presque le radeau de la Méduse échoué. Hein. On parlait de tableau tout à l'heure. C'est un Oui, peu voilà, ça, ouais, quoi. c'est ça. C'était surtout moi, c'est que ce soit, bah, celui du début ou celui de la fin, ouais, mais faut vraiment penser à des tableaux, dans ce genre-là. Et puis, bah, ouais, tu le dis, ça il finit comme ça sur la plage, donc littéralement, en fait, la première fois que tu vois Magellan, c'est blessé sur une plage, la dernière fois que tu le vois Magellan, c'est mort sur une plage. Et au milieu d'une masse. Voilà, Hein. toujours au milieu d'autres personnes, c'est-à-dire il est même pas, mis au centre de l'action, mis au centre de la scène. C'est un dictateur parmi tant d'autres, c'est voilà, parmi ses victimes aussi à lui. Et hem et ouais, donc ça une fois de plus, ça va détruire complètement le mythe, Oui, du conquérant. Enfin, il est noyé dans la masse de cadavres, il est montré dès le début affaibli et le dernier plan sur lui, c'est très mort. et le Il y film a ne il y se a termine pas dessus, c'est ça qui est intéressant. Il se termine sur Enrique qui a gagné oui, sa liberté. voilà, Mais il l'a gagné par la mort, quoi. C'est toujours pareil. Hein. voilà, c'est-à-dire les 2 plans que les 2 on va dire le premier plan de Magellan que tu vois et le dernier plan de Magellan que tu vois, c'est lui faible ou mort et le premier plan du film, le dernier plan du film, c'est les autochtones. Ouais. Donc Diaz derrière, il te fait bien comprendre que voilà, lui, ce qu'il voulait aussi, c'était montrer la trace qu'a eu les colonisateurs sur ces peuples-là. Et Mmh. ça, moi, je trouve que c'est un film qui est super important, super brillant, quoi, parce que honnêtement, enfin, voir un autre film encore sur un conquérant et tout, juste sur lui, ça m'intéressait pas. Tu vois? Que ce soit Comme De même, Gaulle, par voilà, exemple. le plus Christophe Colomb de voilà. Taper Il y a sur De De Gaulle Gaulle que pour tu as pas ça. vu, toi, encore. Hein. Je l'ai pas vu, j'irai sûrement, ouais, Ah quand oui, j'aurai le temps, fais-toi quand j'aurai plaisir. Hein. envie. Le MCU à la française. Mais Voilà, mais je sais déjà ce que je vais voir et que ça me plaît pas, alors que là, ben, il va te faire un film qui est formellement, que moi je trouve formellement, mais bah, d'une il beauté pour réfléchit moi, son cinéma. Hein. Enfin, il voilà. pense. Et c'est pas du bandeur de forme, hein, parce que tout Ah est non, lié à non, la non, 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 histoire. parce que la forme sert le propos, quoi, Ah vraiment. oui. Et puis en plus, c'est même pas, et puis c'est son identité à la Diaz. Je veux dire, tout ce que j'ai vu de lui, même sans avoir vu ses films, les extraits que j'ai vus de lui, tout ça, c'est du pur Lave Diaz. Il a pas fait ce film-là en mode: «Bon, bah, j'ai envie de faire un film super beau et tout». Non, c'est son cinéma qui est comme ça. Donc Ouais. il a profité de son identité pour, raconter, raconter, bah,
l'histoire de ces peuples et en même temps l'histoire de Magellan, puisque le film, a priori, est quand même plutôt fidèle à ce qui s'est passé dans la Oui, dans vraie les vie, grandes juste lignes. il met pas de paillettes, quoi. Le film, il met pas de Il y a des paillettes. recherches. Il y a des recherches qui ont été faites sur les croyances de l'époque, etc. Enfin, ça se sent, quoi. Enfin, sur les peuples qu'on voit, il y a quand même, il y a un truc. On prend les moments de sacrificiels parce qu'il y a des enfants malades et tout. On prend le temps de le voir. Et c'est triste, hein. Et puis la fin du film qui statufie littéralement Enrique Libre, hein, parce que le dernier plan, il est montré. Bon, plan fixe, il est fixe, un peu éclairé par le soleil et tout. Avec le buste élevé en mode je suis libre maintenant. T'as l'impression que le film aurait pu se figer en mode statue sur lui pour montrer qu'au final, même si c'est pas non plus un héros, d'une certaine manière, enfin, il a pu finir en tant que. C'est lui le mythe au final. Enfin, ce sont des gens comme lui qui peut-être lui, il a réussi à s'émanciper. Alors, est-ce que Oui. ça, est-ce que c'est pas surtravaillé par rapport à la réalité? Je ne sais pas, peut-être. Ou c'est un geste en mode voilà émancipateur de ce qui peut-être n'a pas eu lieu mais qui aurait pu, si certaines personnes, s'ils avaient pu avoir cette chance-là, peut-être que finalement le mal aurait été moins profond. Enfin, c'est compliqué à expliquer ça. Cette fin est peut-être un peu irréaliste, mais est nécessaire aussi pour le message final, quoi. Ouais, moi je la vois un petit peu comme c'est très déprimant comme façon de faire, mais je la vois comme une sorte de message, tu vois, qui dit voilà, pour en arriver là aujourd'hui, pour être libre entre guillemets, parce que bon, malheureusement les Philippines ont connu d'autres choses aussi derrière, mais pour que ce peuple ait pu être libéré, il a fallu trahir. Ouais. Et puis de toute façon, la trahison, elle, si tu veux, elle englobe la totalité du film. Magellan a dû trahir sa patrie pour partir. Enfin voilà, tout est question de trahison dans l'histoire. C'est aussi ce que dit Oui. Lavdiaz avec ce film. Ils trahissent Et la religion, enfin, tout, quoi. voilà, l'histoire s'est fait par la trahison et pas par la loyauté, parce que voilà, la loyauté, elle a bon dos dans le film, hein, honnêtement. Elle a vraiment bon dos, que ce soit la loyauté de la patrie ou la loyauté de ta religion. Ouais. Tout ça, c'était que des prétextes pour pouvoir faire ce que tu avais envie de faire à l'époque, voilà, conquérir ce que tu voulais, gagner de l'argent. Tu vois, au début, ils en parlent, ils font qu'en parler, je vais m'installer là, machin, gagner de Ah oui, l'argent. construire une église ou je sais pas quoi. Enfin, bon, Voilà, en fait, ils servent, ils servent de la religion pour devenir riches. Et ah oui, donc, mais ouais. ça n'a pas changé, hein. Ah non. Mais j'espère que du coup, avec ce podcast, on n'a pas trahi l'univers Lavdiaz. C'est difficile hein, d'en parler d'un film comme ça, parce que c'est ce genre de films qui peuvent nous dépasser, qui nous dépasseront toujours, et c'est pour ça qu'ils sont bien, ils sont très bien. C'est-à-dire que voilà, il y a ça, et même Lavdiaz lui-même se dit, probablement en faisant un film comme ça, je vous pose la réflexion, mais maintenant, l'histoire nous dépasse aussi. Et à travers l'art, ça nous permet de réfléchir sur des choses l'art au sens large, hein, parce que vous pouvez lire aussi sur le sujet, vous pouvez voir des tableaux, il y a plein de choses. Hein. Mais là, on est face à une forme d'art total pour nous présenter ce que on ne montre que peu. Évidemment, un cinéaste occidental pur peut montrer ça, mais va pas forcément le faire de prime abord. Si vous cherchez des récits d'aventure spectaculaires, non. Non. J'allais dire passez votre chemin. Non. Tentez autre chose et osez autre chose. C'est plutôt ça que j'ai envie de Ouais, dire. non, faut le tenter, surtout que même si le film est anticlimatique et antispectaculaire, c'est quand même une expérience. Parce qu'on ressent vraiment, moi je trouve, tu vois, un petit peu comme. Alors je sais que c'est pas du tout la même façon de traiter les personnages, mais voilà, on en a parlé un petit peu plus tôt de Aguirre. Dans Aguirre, tu vois, on ressentait les éléments. On voyait, on ressentait que le tournage, ils en avaient chié, que c'était un bordel et qu'ils étaient victimes et qu'ils contrôlaient plus rien. Et là, bon, on sent qu'il y a quand même beaucoup de contrôle dans le film, mais je trouve par cette durée, par ces longs plans et tout, on ressent le périple, on ressent tout ça. Et ça en fait, sans être un film d'exploration spectaculaire, ça en fait un film d'exploration comment dire, qui te laisse une trace, tu vois, tu ressens. Après, voilà, moi, je l'ai vu en salle, il faisait chaud, comme je l'ai déjà dit. J'étais coincé avec eux sur le bateau et tout, donc ça renforce encore plus cette idée-là. Mais je trouve le film très immersif. Donc même s'il n'est pas spectaculaire, pour le coup, il est super immersif. Et en ça, si vous êtes intéressé par tout ce qui est récit d'aventure, voyez-le. Par contre, vous attendez pas à voir quelque chose de spectaculaire ou d'héroïque. C'est pas du tout le cas.
Ah non. Et puis d'ailleurs, c'est un film aussi qui est aussi un très bel argument contre ceux qui disent que l'art n'est pas politique. Voyez ce film et osez dire que c'est pas politique. Bah, là, il est même engagé, le film, hein, en plus d'être Ah politique. oui, non, mais oui. Et puis bon, pour avoir pu parler avec Lav Diaz après coup, voilà, Lav Diaz est aussi très engagé, hein, il se cachera pas de dire qu'il est de gauche. Mais et puis voilà, quand tu passes la totalité de ta masterclass à faire des énormes doigts d'honneur à Trump, au point où où les présentateurs étaient en mode bon, calme-toi un petit peu s'il te plaît dans la salle. Dans la salle, il y a peut-être des vieux qui sont pas d'accord avec toi. Mais lui, non, il se lâchait, hein. De toute façon, clairement, il a dit fuck Trump, fuck Poutine. Donc quand tu fais un film sur Magellan et que tu fais ta masterclass en disant 4-5 fois fuck Trump, c'est que bon, Oui. faut y voir un lien quand même avec l'histoire d'aujourd'hui, quoi. Donc l'histoire d'hier écrit celle d'aujourd'hui de toute façon. Et Ah bah, de toute voilà. façon, oui. Enfin, l'art étant politique, c'est une chose, ou engagé pour certaines personnes. Forcément, quand tu fais un film, même de nos jours, sur quelque chose passé, c'est que tu veux raconter quelque chose, hein. Et même Albert Serra le fait très bien. Autrement, mais bon, Pacifiction, même Tardes et Soledad, hein, pour ne parler que des 2 derniers, ils en disent long. Alors, Pacifiction, c'est sur un truc très présent, mais ils parlent aussi Mmh. du passé. Tardes et Soledad, c'est plus sur une culture mortifère. Il y a plein de choses. Mais bon, on peut parler d'Albert Serra ou d'autres, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de réalisateurs engagés. Vera Setacool est très engagé aussi, bien sûr, sur pas mal de choses. Alors, on parle de ces cinéastes-là parce que vous allez y penser en voyant, et pas que par la présence du chef-op ou du coproducteur, du coup, derrière. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de choses à dire. Mais là, on vous attend au tournant en commentaire. Il faut que ce débat se prolonge. On pense à notre ami Théo qui est obligé de mettre un commentaire maintenant, hein. Voilà, on lui force la main. Mais ou d'autres personnes qui ont vu ce film, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs. Ça serait intéressant d'avoir aussi réaction de gens qui n'ont pas aimé. C'est pas grave, hein, d'ailleurs, hein. C'est aussi important, quand on n'a Et, pas aimé un film, de mettre les mots dessus. et j'aimerais voir s'il y a des retours de gens qui n'ont pas aimé le film, mais pas parce qu'il est lent. Parce que moi, 90% des retours Oui, négatifs que j'ai vus, c'est oui. lent, je me suis ennuyé, c'est une sieste. J'aimerais bien avoir d'autres retours, si possible, de personnes qui l'ont pas aimé. Après, voilà, moi, pour en avoir parlé avec pas mal de gens, j'ai l'impression que c'est soit je me suis ennuyé, soit c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas toi où tu te places, que du coup on n'en avait pas Ah non, parlé non. avant tout ça. Bon là, à t'entendre parler, je me doute que tu as vraiment plutôt apprécié le film. Bah, c'est un très bon film, mais limite, parfois, je me suis dit, il aurait pu être encore plus radical. Mais bon, c'est compliqué à expliquer pourquoi. Et tu vois Oui, ce que bah, je veux dire. de toute façon, quand tu sais que la plupart de ces films durent 4h30, 5 heures. Là, Ouais, peut-être, là, oui. attention, là, il a été gentil, c'est 2h40. C'est un Il a été gentil. court-métrage, pour Lav Diaz. Voilà, après, je pense que derrière, il a peut-être eu aussi un coup de pression des producteurs, hein, parce que voilà, là, Et tu sais, contrairement moi, à ces. j'aurais fait l'économie de tout ce qui se passe avec sa femme et tout, en fait. Mais c'est très important, hein. C'est très Ouais, important. J'aurais mis beaucoup plus sur des scènes sur les locaux et tout, renforcer ça, ouais, même c'est ça, passer parce presque que 1 heure uniquement avec eux, tu vois, après, ouais, avant voilà, de faire rentrer les colons. il y a pas mal de gens qui disent: «Ouais, il aurait fallu couper dans le gras et tout». Mais en revoyant le film hier, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu Ah enlever. non, Oui, non. peut-être les scènes avec sa femme et encore, sont plutôt utiles aussi, bah, voilà, pour critiquer entre guillemets «le personnage», Oui. montrer son rapport aussi aux femmes. Mais, je vois pas ce qui aurait pu être enlevé d'autre puisque même les scènes sur le bateau qui, je sais, ont été jugées par beaucoup et même moi dans la salle, j'entendais souffler, hein, je vais pas te mentir, j'entendais souffler à beaucoup de moments. Heu, Bah, oui, le passage sur le bateau est très long, mais en même temps, beh, il sert à te faire ressentir ce que c'était à l'époque, de traverser, Oui. de passer par l'océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien quand même. Donc et puis, bah, de mettre aussi en place toutes les tensions que tu peux avoir sur un navire à l'époque et puis tous ces rapports de pouvoir. Tu peux pas montrer les rapports de pouvoir en faisant une ellipse, comme ça, tu peux pas. Donc je vois même pas ce qu'il aurait pu couper, Bon, moi, je sais pas si on en avait parlé à l'époque, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Qu'est-ce qu'il pourrait faire après? Revenir à l'origine du mal américain en faisant un film sur les explorateurs colons de l'époque, comme ça, un Ouais. peu, pas la Diaz, parce que c'est pas du tout le même style de cinéma, mais en prenant le temps de montrer comment le mal se construit et arrive. On en avait parlé avec Théo, je crois, qu'il pourrait revenir, soit faire un western, soit encore plus avant,
pour montrer l'origine de ce mal américain qu'il ne cesse de questionner à travers son cinéma. Ce serait amusant de voir un réalisateur américain faire un film justement sur ça. Voilà. Bon, Terrence Après, il y Malick l'a avait, fait un peu avec un nouveau monde, mais autrement. ouais. Après, il y avait aussi The Lost City of Z de Gray, mais lui Oui, parlait c'est plus vrai, de l'obsession c'est vrai. occidentale. Question Ouais, plus l'obsession. herzogien. Ouais. Lui, pour le coup, était C'est pas beaucoup plus. faux. Maintenant que tu le dis, en fait, oui, mais en fait, il faut qu'il fasse son western, Paul Thomas Anderson. Ah, ouais. Donc, globalement, peu importe ce qu'il fait, j'irai, Voilà. Mais ça à serait vrai dire. intéressant de voir des cinéastes américains, ou du coup, origines des premiers peuples, hein, faire ce genre de film aussi. À voir. Mais bon, après, on va peut-être. Et Mel Gibson qui a fait Apocalypto. Mais en soi, il paraît que j'ai pas vu, hein, il paraît que le film est intéressant. Moi non Voilà. plus. A priori, Voilà. c'est très bien. Et voilà, Voilà. bon, Mel Gibson, il est ce qu'il est. C'est-à-dire, voilà, pas quelqu'un de bien. Mais bon, si on enlève son Ah, mais c'est horrible un très dernier bon film. cinéaste. C'est un très bon cinéaste. Ah, ouais. Il y a des gens problématiques qui sont des très bons cinéastes. Bon, Mais, si on met de côté, voilà, au risque. oui, non, mais oui, c'est Ça, vrai. Non, mais il fut à un certain temps, une voilà, on époque. verra ce que ça va donner avec sa suite, La Ah oui, c'est Passion vrai, du Christ. Jésus 2, le retour. J'avais oublié qu'il. On va bien voir, hein. À voir, mais Je bon, me après, méfie parce évidemment. qu'aujourd'hui, Ah, mais on a des très bons films de très droite, hein. Ça existe, hein. et oui, et puis bon, bah, vu qu'aujourd'hui, être antisémite ou quoi que ce soit, c'est plus une honte, bon, bah, je pense qu'on risque d'en avoir malheureusement d'autres. Oui. Ouais. C'est Donc, pour rappel, voilà. rappel que l'antisémitisme est toujours un peu d'extrême droite, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, Oui, que des gens contrairement ont à ce qu'on tendance à essaie de faire l'oublier. croire sur BFM. Oh, BFM ou autre, hein. Oui, tous les médias. Mais bon, en tout cas, bon, c'est un peu égaré, mais non, on revient aussi là sur ce que l'Avdias pense aussi tout bas, je pense, ou pense tout haut à travers son cinéma et ce film Magellan qu'on vous conseille. C'est vrai que le titre est presque, vraiment, enfin, presque ironique d'ailleurs quand on y pense, mais bon, il fallait aussi, c'est indirectement, je pense qu'il a joué là-dessus aussi, bah, quitte à faire un film comme Je ça. pense qu'il a voulu En étant- surprendre aussi des gens qui, voilà, ils Oui, ont voulu aller voir le film en se disant: «Ah, ça va parler de Magellan, mais ça c'est va être un ça, film il faut choquer le d'exploration, ça va être bien». spectateur jusqu'au Et puis en titre. fait, boum, tu te retrouves avec un film qui te détruit le mythe, dès la première apparition du personnage. Ah bah ouais, mais c'est ça qu'il faut. Et pendant 2h40 qui va te montrer à quel point il était hypocrite, Et ça fait partie du choc que le tyrannique, quoi. spectateur se prend dans la gueule, rien que dans le titre, en disant ah cool, un film d'exploration et d'aventure. Ben non, pas du tout, pas du Et tout. puis, ouais, et puis là, je voudrais dire aussi bravo à Gaël Garcia Bernal, hein, parce que honnêtement, il a Oui, été bon, le film a été snobé aux Oscars. Je pense que l'Académie s'en fout royalement de ce film, ouais, malheureusement. ouais. Mais honnêtement, moi, sur 2025, j'avais eu la chance de le voir, comme j'ai dit, de le voir avant la fin d'année. Honnêtement, sur 2025, avec bon, comment il s'appelle, le film L'Agent secret, j'ai pas vu beaucoup mieux en termes de performance, hein, d'acteur, Oui, hein. Wagner Maura, oui. Ouais, ouais. Oui, voilà, Wagner Maura. Bon, Oui, après, voilà. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup mieux en termes et de c'est des de rôles performance. difficiles en plus, parce que là, il joue un illuminé pathétique, très introspectif, c'est jamais dans Puis le surjeu, il peut pas. puis À il un est moment, si, mexicain, il est même pas portugais et bon, à oui. aucun après voilà, je connais pas assez la langue portugaise pour savoir si ça se voit à des kilomètres qu'il est pas portugais dans le film. Mais je trouve Non, qu'il mais fait bon, un comme boulot quand même Magellan, monstrueux, quoi. Magellan, la moitié du temps, il est presque plus espagnol que portugais, donc finalement, Oui, oui, évidemment. bon, oui, il est Mais mexicain, hein, mais je pense que oui, il a appris la langue en tout cas, mais c'est un acteur et puis il y a des ponts entre le portugais et l'espagnol, donc il a réussi à. ouais, ouais, Mais je pense que honnêtement, il parle plus espagnol que portugais dans le film. Enfin, il faudrait vérifier, mais il parle pas énormément en vrai, hein, en plus. Enfin, mmh. mais Ah oui, bah, de toute façon, c'est un film qui observe, hein, comme je l'ai dit, vraiment un film qui observe. Le film est pas bavard. Limite, ceux qu'on entend le plus parler, bah, c'est les autochtones, qui prient. mm, On entend beaucoup le personnage d'Enrique parler, voilà. Mais ouais, non, ouais, je trouve qu'il a fait un boulot monstre quand même pour le film et on l'a un petit peu snobé, je trouve, c'est surtout pas une aux surprise. États-Unis, hein. Pas une surprise. Mais voilà, franchement, bravo à lui. Bon, c'est un excellent acteur, hein, je pense qu'on le savait, même si ça faisait longtemps, je trouve qu'il avait pas Hold, c'était bon, voilà, c'était OK. Oui, Mais dans Itumama Tambien et puis, bah, La mauvaise éducation que j'ai découvert là il y a 2 semaines, ouais, je me suis rendu ah, compte que c'est c'était un début de vraiment carrière en fanfare à l'époque pour très lui. grand acteur et là, bah, je suis content de le voir, dans un film, voilà, réalisé par un cinéaste philippin, qui parle d'une figure, légendaire de l'histoire du Portugal. Heu,
Donc non, c'est vraiment un projet que je suis vraiment content d'avoir vu, content qu'il existe. Et puis je suis persuadé que c'est un film qui, avec le temps, va trouver peut-être sa place dans la bibliothèque, filmothèque de plein de gens comme un film culte. Tu vois, comme Pacifiction aujourd'hui, où j'entends régulièrement des gens dire que c'est le meilleur film de la décennie et tout. Je suis d'accord avec eux. Peut-être, ouais. Mais je pense que, voilà, en fait, le film a malheureusement pas été assez bien distribué. Et ça l'a desservi beaucoup. Et oui, et puis comme on l'a dit, c'est un film qui peut être mal aimable aussi, mais comme peut être mal aimable Pacifiction, hein. Honnêtement, Ouais. c'est pas des films qui sont Ouais. faciles d'accès, mais c'est voulu. Mais quand ça fonctionne sur toi, généralement, ça fonctionne très très bien. Donc ouais, je vous conseille vraiment de voir Magellan si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, en espérant que vous soyez aussi réceptifs que nous au film. Soyez en forme, par contre. Ne le voyez pas Oui, fatigué, parce que ça peut être. Après, ça peut être aussi une expérience. oui, il y a des films comme ça, qu'on peut, comme Gaspard Noé, quand tu es fatigué, c'est toute une expérience, mais ça n'a rien à voir. Ah non. Et c'est vrai que bon. Mais en tout cas, merci mon cher Max, on peut te dire. Révèle ton prénom, incroyable. Tout le monde le sait. On avait déjà fait des duos sur la 7ème illusion. Là, on s'est un peu plus lâché sur la durée parce que on a fait un slow podcast pour du slow Ah, cinéma. après, sur la 7ème illusion, je crois que sur The Mastermind, on était pas mal. Hein. Ça a duré. Ah oui, ah bah tiens, The Mastermind, un des grands films de l'année aussi, tiens. Mais rien à voir, mais. Ouais. Ah, Kelly Reichardt pourrait faire un film comme ça aussi un jour. Sur l'arrivée à l'ouest de l'immigration chinoise, par exemple. Il pourrait y avoir des trucs. Mais bon, j'ai pas envie de donner des idées à des artistes. Ils et elles font ce qu'ils veulent. Et elles Et veulent. voyez First Cow. Oui, bah tiens. Voilà, mais voyez du cinéma, voilà, c'est important. Cinéma un peu, j'allais dire contre-culture, oui, qui montre autre chose qu'on a l'habitude de voir. Même si des fois on est bien content de voir des blockbusters, tout ça, oui. Mais voilà. Et si vous allez voir De Gaulle, bah, bon courage à vous, j'ai envie de dire. Je tape sur le film que j'ai même pas ultimement détesté. C'est un nanar, quoi. Mais bon, bref. En tout cas, merci à toi. Et retrouvez le Tenenbaum si vous ne connaissez pas, alors sur Letterboxd et sur X. Ah, X. On essaye de continuer à faire vivre ce réseau qui est de plus en plus gangréné. On est des résistants encore dessus. C'est pas facile. Oui, on essaye à coup de petits passages en privé, une fois par mois. Ça ira, ça va bien se passer. Et voilà. Voilà. Il y a En tout cas, Letterboxd. merci. Oui. Bah, merci à toi, en tout cas, pour l'invitation. Puis ouais, j'étais très content de parler de Magellan, voilà, qui est quand même mon film préféré de l'année dernière. Et je trouve que c'est un film dont on n'a pas assez parlé, mais malheureusement, du fait de sa date de sortie qui n'a pas aidé. Hein. Ah, c'est sûr que c'était pas sorti au Voilà. bon moment. Hein. Le 31 C'est sûr, il décembre, un serait film de sorti 3 en de... octobre-novembre, il aurait été dans le Mais top oui. de fin d'année de plein de gens. Est-ce qu'il aurait été dans le tien? Ah oui, quelque part il y aurait été, oui. Je sais pas où parce que c'est compliqué, parce qu'en plus les tops, hein, Oui, c'est pas pas bon. facile. Mais en tout cas, merci à toi et puis on se retrouvera très certainement bientôt pour d'autres aventures ici ou sur la 7ème. Peut-être qu'un jour il y aura le face reveal, mais alors là, ça il faut que Ah vous le oui. méritiez, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, il faut que ça se calme aussi sur X avant. Oui, c'est vrai aussi, oui. Mais en tout cas, à très très bientôt et on vous dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.